Bonjour, Balandino sur Étoile Inès TV. Grande et majeure de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage Politique. En tout cas, je suis très content de vous retrouver sur Décryptage Politique. Encore une fois, on va parler politique. On va parler un peu de beaucoup de choses. On ne doit pas cesser de parler, Monsieur Félix Tshisekedi. On ne va pas cesser de parler de lui, c'est notre président. On va parler de lui. On va parler de Wazalendo. On va parler de Martin Fayulu. Je vous prie vraiment d'être patient avec moi parce qu'il a écrit une lettre ou un long message que je vais lire pour vous. Alors, je vais essayer d'être un peu bref dans les 3 premiers sujets avant de vous lire la lettre de Fayulu qu'il a encore écrite, lettre adressé au peuple congolais. Alors, en première information, ce sont les agents du stade des Martyrs qui réclament 13 ans d'arriérés de primes s'élevant à $26 seulement par mois, soit 60 000 francs par personne. Ils ont brûlé des pneus, ils ont saccagé les archives de l'administration et arracher les poteaux. Ça m'a vraiment fait mal quand j'ai vu ça, parce que j'ai vu, on m'a envoyé la vidéo, c'était grave. Les agents ce sont les agents de l'État, parce que le stade des Martyrs, c'est un stade de l'État. Alors, 13 ans, ça fait 13 ans. Attendez un peu que je passe et je puisse calculer pour vous combien ces gens-là réclament. C'est grave, hein? C'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Ces gens-là réclament par personne, c'est 4056 dollars. Là, c'est en francs congolais. 4056 dollars. Alors, je vais vous calculer ça en francs congolais. En francs congolais, là, nous allons atteindre les millions. Nous allons atteindre les millions. En francs congolais, c'est 9 360 000 francs congolais. Alors, ces agents travaillent pour le gouvernement congolais. Ces agents travaillent pour le gouvernement congolais. Ce sont des agents de l'État. Je sais que chaque fois qu'un match est joué dans un stade de l'État, il y a des quotas qui sont distribués. C'est-à-dire pour l'argent des billets qui sont versés, l'argent qui entre, il y a les gestionnaires du stade qui a son quota, il y a l'argent qui part à la fédération, qui organise le match, et puis il y a le quota qui part aux équipes qui jouent les matchs. Par exemple, si c'est DSMP Vita Club, ces 2 équipes aussi reçoivent leur quota. L'argent là du gestionnaire, c'est lui qui reçoit cet argent là, les gestionnaires. C'est lui qui doit soit envoyer l'argent directement au gouvernement pour que le gouvernement paye les travailleurs, ou bien c'est lui qui paye directement les travailleurs. Mais dans notre pays, l'argent doit aller directement d'abord au ministère des Sports. Et le ministère des Sports va maintenant voir comment payer les travailleurs. Alors, comment se fait-il que les gestionnaires du stade, les stades, prenons, là, on va essayer d'être spécifique. Restons seulement sur le stade des Martyrs. Ce stade des Martyrs, il n'a jamais été entretenu. C'est un stade qui est très sale. Au moment où je vous parle, il y a des personnes qui vivent au stade des Martyrs
Il y a des gens qui vivent là-bas et l'argent part dans les comptes du gestionnaire. Donc, c'est comme si on faisait louer des maisons là-bas dans le stade des Martyrs et l'argent va dans le compte du gestionnaire. Chaque fois, cette stade n'a jamais été homologué par lui-même. C'est seulement quand on veut jouer des matchs, c'est pas seulement n'importe quel match, les matchs de l'équipe nationale, même pas au CAF Champions League, non. Les matchs de l'équipe nationale. Quand les Léopards veulent jouer des matchs, c'est ainsi que le ministère des Sports avec Didier Boudimbo va décider de fermer le stade pour réhabilitation. On va fermer et puis on va... Et quand même on réhabilite, on ne fait pas tout. Vous pouvez aller dans les toilettes, vous allez voir que les problèmes sont les mêmes. Vous pouvez aller visiter les maisons de presse. En tout cas, il y a toujours beaucoup de problèmes. Mais seulement quand même, les inspecteurs de la CAF, quand ils viennent, ils trouvent que quand même, les travaux ont été faits, même à 80%. Mais bon, on dit non, quand même, vous pouvez jouer. On homologue le stade. Maintenant, le gestionnaire du stade, l'argent là qui entre dans les comptes, qui devait servir au maintien du stade, où va cet argent-là? L'argent là qui part à la fédération, l'argent là qui part au ministère des Sports, où va cet argent-là? Ce qui fait mal dans tout ça, c'est que le ministre des Sports, Didier Boudimbo, de son temps là qu'il a passé au ministère des Sports, il est arrivé même à tripler son salaire. Son salaire frôle les 800 000 $. 800 000 $. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer que le ministre des Sports puisse tripler son salaire au moment où les agents de l'État, ceux-là qui travaillent dans les stades là, ils sont impayés pendant 13 ans. Et vous ne leur devez pas, c'est pas 100 $, 4 000 $ que le gouvernement congolais doit à chaque agent fonctionnaire, à chaque agent qui travaille dans les stades des Martyrs. Plus de 4 000 $. 9 360 000 francs congolais. Maintenant, où est-ce que vous allez trouver cet argent? Ce sont ici d'un paiement. En tout cas, si vous sortez un peu ailleurs, vous allez voir que ailleurs, ça n'existe pas. Comment quelqu'un peut travailler, quelqu'un qui a une famille, il se réveille le matin, il part au travail, et puis à la fin du mois, il n'est pas payé. Les mois prochains, avec la même force, il part, papa, tu pars où? Je pars au travail. Il travaille, et à la fin du mois, il n'est pas payé, jusqu'à totaliser 13 ans. Vous ne voulez pas que ces gens-là puissent vous voler. Maintenant, comment vous pouvez expliquer que ces gens-là puissent travailler jusqu'à la fin du mois parce qu'ils ont des factures à payer. Ils doivent nourrir des enfants. Ils doivent payer la scolarité de leurs enfants. Comment vous espérez que ces gens-là puissent vivre s'ils ne sont pas impayés? Voilà pourquoi on vous vole. Si ce n'est pas l'argent qu'on vous vole, on va voler des choses dans votre compagnie qu'ils vont vendre pour essayer de survivre. Et le pire en est que ce n'est pas dire que l'argent n'est pas là. L'argent est là. Surtout là, je ne parle même pas d'autres sociétés. D'abord, comme la SNCC, les autres là et consorts. Je parle d'abord du stade. Les matchs se jouent. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que l'argent entre? C'est un mauvais cœur. L'argent entre. Vous avez l'argent, vous touchez l'argent, mais vous ne voulez pas payer. Mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes gestionnaire? Et les personnes qui sont vos supérieurs. Donc, c'est un complot. C'est un complot. Vous travaillez ensemble dans ce système-là. Vous vous dites, ok, chef, moi, on a 1 million de $, ou bien on a 500 000 $. Ok, boss, il n'est pas occupé. Est-ce que vous foutez à travailler, agent, et ce sont les pauvres travailleurs, des pères, des mères
qui ont besoin d'argent pour payer les loyers, pour nourrir leurs enfants et consorts. Ce sont eux les victimes. Et vous voulez que ces gens-là puissent toujours répondre à présent quand chaque fois qu'ils doivent aller au travail, qu'ils soient toujours là. C'est une honte, vraiment. C'est une honte. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Je me demande comment nous pouvons être sans cœur dans notre pays. Et si vous allez voir, ce sont ces gens-là qui sont les premiers à aller à l'église, s'asseoir là devant, papa gestionnaire et à stade des martyrs. Un papa charismatique qui ne parle pas beaucoup, mais un grand voleur. Un grand voleur. Mesdames et messieurs, je dois laisser ce dossier, sinon je ne vais pas passer à autre chose. Autre chose, c'est l'accrochage entre les Wazalendo et les FARDC à Uvira qui a causé la mort de 11 personnes, dont des civils, des FARDC, des Wazalendo eux-mêmes. Selon ceux-là qui habitent à Uvira, la source de ces conflits, c'est le climat de méfiance et la guerre de leadership entre FARDC et les Wazalendo à Uvira. Donc, certains Wazalendo ne respectent plus la ligne de conduite et dictée par les FARDC. Vous savez que jusque-là, Uvira est la partie de la province du nord, du sud Kivu, qui n'est pas encore tombée dans les mains des Wazalendo. Alors, je vous avais déjà passé ça sur des cryptages politiques. Les Wazalendo avaient imposé une résistance et avaient dit jamais vous n'allez pas prendre Uvira. Et je peux même vous assurer que ce n'est pas parce qu'il y a les FARDC que Uvira n'est pas tombé. Non, c'est la première force qui a résisté au M23. Ce sont les Wazalendo. Ce sont eux qui ont recruté d'autres jeunes à Uvira. C'est grâce à eux que Uvira n'est pas tombé. Alors, les FARDC aussi, bon, ils ne veulent pas se laisser faire. Ils sont aussi allés pour montrer que eux aussi sont là, eux aussi sont prêts à se battre, ils sont prêts à défendre Uvira pour que Uvira ne puisse pas tomber. Voilà pourquoi ils sont allés là-bas aussi. Maintenant, quand ils sont allés là-bas, ils ne veulent pas traiter leurs alliés à titre égaux. Ils ne veulent pas qu'ils soient tous sur une même ligne. Non, ils veulent que les Wazalendo puissent se soumettre à leur autorité parce que ce sont eux qui sont reconnus comme les forces armées du Congo. Alors, les Wazalendo, eux aussi, avec leur sursaut d'orgueil, disent non, vous ne pouvez pas venir parce que c'est nous qui avons ces lieux ici. Vous ne pouvez pas venir nous imposer, des lignes de conduite ici, non. Uvira n'est pas tombé grâce à nous. Vous voyez, c'est ce qui se passe là-bas. Alors, il y a ce climat-là de méfiance entre les deux camps. Cela a fait qu'il y a eu encore des disputes entre les deux camps. Il y a eu échange de balles et ça a causé la mort de 11 personnes, dont malheureusement quelques civils, quelques Wazalendo et FARDC ont perdu leur vie à la suite de ces échanges de balles. C'est triste parce que c'est un outil que l'ennemi utilise, diviser pour mieux régner. Les M23 savent que si les M23 et les FARDC travaillaient ensemble, les M23 n'allaient pas avoir leur force. Mais la meilleure façon, c'est diviser les Wazalendo et les FARDC pour que ils savent que si c'est seulement les M23, ils peuvent avoir beaucoup de chances de prendre Uvira. Et si c'est seulement les FARDC, ils ont aussi beaucoup de chances de prendre Uvira. Alors, ils ne veulent pas que les deux camps puissent travailler ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école, c'est juste, comment on appelle ça, les common sense. Vous pouvez juste vous-même réfléchir. Non, l'ennemi est là, il veut nous diviser. Le mal avec notre armée, c'est la corruption. Je vous l'avais déjà dit. Il y a beaucoup d'officiers qui sont facilement corruptibles. Il y a, si Goma est tombé, si Bukavu est tombé, c'est parce qu'il y a des officiers de l'État qui sont facilement corruptibles. Je vous l'avais passé sur des cryptages politiques. Il y avait des officiers de l'armée qui vendaient, même pas vendre, qui donnaient l'uniforme des FARDC au M23, qui donnaient les positions des soldats, ceux-là qui étaient au front, ceux-là qui étaient au front,
ils leur donnaient leur position, ils sont à tel endroit, et des fois, ils les envoyaient sans nourriture, sans munitions. Vous voyez. Pourquoi? Parce qu'ils étaient corrompus, les M23 les avaient déjà corrompus. Alors, avec ça, comment est-ce que vous pouvez tenir devant l'armée? Même si vous combattez la moindre des armées, hein, mais quand vous n'êtes pas unis, quand vous avez des officiers comme ça, facilement corruptibles, vous allez toujours tomber. Voilà. Sachant ce qui se passe aussi, les Ouazalendo qui savent que les FARDC, ce sont des gens qui se battent juste parce qu'ils ont l'argent, ils sont payés par les gouvernements. Eux, les M23 ne sont pas payés. Alors, ils se disent, nous, on travaille, on se donne corps et âme, on est prêt à mourir pour notre patrie. C'est ça même la signification de Ouazalendo. Ces gens ici, ils ont laissé tomber Goma et Bukavu, mais là, ils viennent ici. On ne veut pas de ces gens-là. C'est ce qui s'explique. Vous allez comprendre. Je pense que c'était au mois de septembre, quand les M23 voulaient prendre Uvira, il y avait d'abord échange de balles. Les Ouazalendo avaient capturé quelques soldats du M23. Même soldats-là étaient libérés par les FARDC, soit disant non, on va les amener à la haute cour militaire pour être jugés, mais au long de la route, ils les ont laissés, ils ont libéré ces gens-là. Vous voyez, alors, Ouazalendo ne font pas confiance aux FARDC, ce sont des gens qui sont faciles à manipuler. Alors, voilà pourquoi il y a toujours ce climat de méfiance entre les deux camps. En tout cas, nous espérons que les deux camps vont s'entendre pour ne pas laisser la place à ces gens au M23, parce que une fois que les deux camps continuent à se battre, cela va les affaiblir et l'ennemi peut profiter pour s'insurger et pourquoi pas prendre Uvira, parce que cela a toujours été dans leur tête. Nous espérons vraiment qu'ils nous ont suivis. Je passe à une autre information, c'est Félix Tshisekedi qui a été au sommet France, qu'est-ce que je dis là? Au sommet Afrique-Europe qui était organisé à Luanda. Alors, il a eu aussi son discours. Il a eu aussi son mot à dire. Je passe ce qu'il a dit et puis je vous reviens faire mon analyse. Si nous voulons parler de prospérité, de mobilité, de commerce et d'investissement, nous devons d'abord regarder en face la réalité qui frappe encore trop de régions de notre continent. La paix et la sécurité y sont devenus des urgences vitales. Les principes qui fondent notre ordre continental, à savoir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, la non-ingérence et le non-recours à la force, sont aujourd'hui mis à rude épreuve. La République démocratique du Congo en est malheureusement un exemple douloureux. Mon pays fait face à une agression caractérisée dont les conséquences sécuritaires et humanitaires sont désormais établies et largement documentées. Pourtant, au cœur même de cette adversité, nous avons résolument choisi la voie du dialogue et de la retenue, ainsi que du droit. C'est un peu de la publicité. Si nous voulons parler de prospérité, de mobilité, de commerce et d'investissement, nous devons d'abord regarder en face la réalité qui frappe encore trop de régions de notre continent. La paix et la sécurité y sont devenues des urgences vitales. Les principes qui fondent notre ordre continental, à savoir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, la non-ingérence et le non-recours à la force, sont aujourd'hui mis à rude épreuve. La République démocratique du Congo en est malheureusement un exemple douloureux. Mon pays fait face à une agression caractérisée dont les conséquences sécuritaires et humanitaires sont désormais établies et largement documentées. Pourtant, au cœur même de cette adversité, nous avons résolument choisi la voie du dialogue et de la retenue, ainsi que du droit. Si nous voulons parler de prospérité, de mobilité, de commerce et d'investissement, nous devons d'abord regarder en face la réalité qui frappe encore trop de régions de notre continent. La paix et la sécurité y sont devenues des urgences vitales.
Les principes qui fondent notre ordre continental, à savoir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, la non-ingérence et le non-recours à la force, sont aujourd'hui mis à rude épreuve. La République démocratique du Congo en est malheureusement un exemple douloureux. Mon pays fait face à une agression caractérisée dont les conséquences sécuritaires et humanitaires sont désormais établies et largement documentées. Pourtant, au cœur même de cette adversité, nous avons résolument choisi la voie du dialogue et de la retenue, ainsi que du droit. On a tous suivi ce que le président Félix Tshisekedi a dit. Je pense qu'on sait maintenant pourquoi Paul Kagame n'aime pas s'y rendre maintenant. Chaque fois qu'il est invité dans des organisations, des forums, des sommets et consorts, il n'aime pas être là si Félix Tshisekedi est invité parce qu'il sait qu'on va l'accuser encore une fois. Est-ce une mauvaise chose? Pas nécessairement, parce qu'aujourd'hui, si le monde entier est en train de quand même de considérer que le Rwanda est derrière les M23, est en train de s'aimer la terreur à l'est du pays, c'est parce que le président Félix Tshisekedi avait entamé cette histoire, il avait accusé les M23 et aujourd'hui, on peut même voir qu'il y a quand même des signes où, je dirais, cela est en train d'apporter des fruits. Parce que je peux même vous donner l'exemple, il y a l'équipe comme Arsenal qui avait comme sponsor le Rwanda avec leur slogan Visite Rwanda, qui a terminé, qui a décidé de mettre fin à leur collaboration d'ici la fin de l'année, la fin de la saison prochaine, cette saison courante, parce que une saison footballistique en Europe, ça se termine au mois de juin. Alors, en juin 2026, il y aura plus de visites Rwanda. Il y a eu aussi le Bayern qui a aussi emboîté le pas. Il y a quand même des pays qui ont sanctionné ou essayé de sanctionner le Rwanda. Quand même, cela a commencé parce que le président a commencé à accuser le Rwanda. Donc, ce n'est pas toujours mauvais d'accuser le Rwanda. Mais nous devons arriver au point où on se dit, bon, est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine. Parce que tout le monde aujourd'hui sait que le Rwanda est derrière les M23. Mais que fait tout le monde? Parce que l'Union européenne, Israël, les États-Unis sont les mêmes personnes qui sont derrière le Rwanda. Ce sont les mêmes personnes qui aident le Rwanda à faire ce que le Rwanda est en train de faire. Ce sont les mêmes personnes qui encouragent le Rwanda. Le Qatar, je vous avais expliqué que le Qatar avait formé la police rwandaise. Dans quel but? Au moment où vous savez que le Rwanda, c'est le Rwanda qui est en train de tuer le Congo, qui fait partie des pays que vous voulez médiater. Alors, pourquoi apporter de l'aide, former la police rwandaise, vous apportez même de l'aide financière, vous investissez au Rwanda, et puis après, vous voulez être l'église au milieu du village. Ça n'a pas de sens. La France qui est là, avec la France que je connais, ne peut pas être dictée par le Rwanda. Paul Kagame ne peut pas dire, Macron dit, l'aéroport doit être réouvert. Le Rwanda dit non. La France n'est ni les lieux ni l'endroit pour faire ça. Ça ne peut pas jamais se faire. Ils savent ce qu'ils font. La France est derrière le Rwanda. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis 1994, du temps du génocide. Il y avait la France qui était là. Il y a Bill Clinton qui était là. Ce sont ces personnes-là. La France avait appuyé, avait soutenu Kagame pour tuer ses propres frères, les Tutsis. La France est derrière ce qui se passe. Jusqu'aujourd'hui, la France est derrière ça. Mais non, si on doit commencer à pleurer à chaque fois, oh, il faut sanctionner le Rwanda continue à supporter le Rwanda. Bon, on l'a déjà fait, mais nous devons arriver à un moment où on se dit non, on va plus encore le faire parce que ça n'a apporté rien, ça n'a changé, ça n'a rien changé. Parce que on est arrivé même à signer ces accords-là. L'accord là du 27 juin aux États-Unis.
Kigali et Kinshasa ont signé accord de principe. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Sur le plan pratique, il n'y a rien qui est fait. Le Rwanda continue à sponsoriser, a toujours ses troupes en RDC. Les M23 sont toujours là en train de tuer nos frères et sœurs. Et ils continuent à prendre des localités. Et ils disent même haut et fort qu'ils n'iront nulle part. Et quand ils disent ça, tout le monde entend ça. Même c'est les pays qui sont soi-disant protéger l'accord, qui sont censés suivre la praticabilité de cet accord. Que font ces gens-là? Que fait ce comité-là mixte qui a été choisi pour suivre la suivi de cet accord-là entre le gouvernement congolais et le gouvernement et les M23? Personne. Il n'y a rien qui est fait. Vous comprenez? Alors, je trouve qu'à un certain moment donné, le président de la République doit réfléchir par rapport à ça. On ne peut pas toujours continuer à pleurer devant le monde, et surtout si le monde ne fait rien ou le monde ne dit rien. Parce que le monde est derrière le Rwanda. Ça, nous devons l'accepter. Alors, je vous passe à la dernière information avant de terminer décryptage politique d'aujourd'hui. C'est Martin Fayulu qui a eu à dire quelque chose. Il a dit la RDC n'est pas à vendre. Martin Fayulu sonne l'alerte et appelle à l'unité nationale. Là, c'est la lettre de Fayulu. En tout cas, je vais essayer de vous la lire. Il a dit ceci: mes chers compatriotes, notre nation se trouve une fois de plus confrontée à une menace qui vise son existence même, son identité, son unité, sa dignité et son honneur. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour rappeler avec la plus grande fermeté une vérité inaltérable. Aucun accord de prétendue intégration économique régionale ne peut être envisagé tant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont bafouées. Comment peut-on parler de coopération lorsque les forces rwandaises et ougandaises occupent nos terres, exploitent nos ressources et provoquent les déplacements, la mort et la souffrance de nos concitoyens? J'affirme haut et fort que l'accord cadré signé le samedi 17 novembre à Doha, au Qatar, ne saurait constituer la base d'un accord de paix durable. Les discussions de Doha devaient se limiter à la mise en œuvre intégrale et sans complaisance de la résolution 2773 des Nations Unies et à la définition des modalités du cessez-le-feu et non à la signature d'un accord d'abdication qui mettrait en péril l'avenir de nos enfants. Notre nation n'est pas à vendre, notre souveraineté n'est pas négociable et l'intégration régionale ne peut se faire qu'entre États égaux, libres et respectueux des frontières. Aucune pression ne doit primer sur la sécurité du Congo. Aucune manœuvre ne doit détourner notre marche vers la cohésion nationale. Ainsi, j'en appelle à M. Félix Tshisekedi et à tous les Congolais à œuvrer pour la cohésion nationale, une cohésion véritable qui ne peut naître que d'un dialogue national inclusif. Monsieur Félix Tshisekedi, au nom de notre peuple meurtri mais toujours debout, je vous invite à convoquer sans délai le dialogue national, sinon l'histoire vous tiendra responsable de la balkanisation du Congo avec messieurs Kagame et Kabila. Aucun accord extérieur ne saurait précéder la réconciliation des enfants du Congo rassemblés pour proclamer d'une seule voix la cohésion nationale. Peuple congolais, c'est maintenant que se joue notre avenir. C'est maintenant que chacun doit se lever pour défendre ce qui reste la valeur sacrée de notre histoire, l'intégrité nationale du Congo. Jeunesse congolaise, vous qui êtes l'âme vive de la nation, l'heure n'est plus à la résignation, l'heure est à la vigilance, à la mobilisation, à l'engagement pour la défense du pays. Tenez-vous prêts. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un Congo debout ne sera jamais balkanisé. Là, c'était Martin Bakole. C'était quand même long, mais quand même, j'ai pu lire pour vous ce qu'il a voulu dire. Il parle d'intégration nationale
Il a dit qu'il ne peut pas y avoir d'intégration nationale aussi longtemps que nos sols sont occupés par les forces étrangères, les forces, ces belligérants qui continuent à tuer nos frères et sœurs. Là, je parle des M23 qui sont à l'est du pays. Il n'y a pas que les M23, bien sûr, il y a les ADF, Codeco, la milice MAPI, la milice Zahir. Il y a tellement beaucoup de milices. On parle de 120, plus de 120 milices à l'est dans notre pays. Alors, il a parlé, ce qu'il a dit là, de ce qu'il a dit là, je ne vois pas ce qu'il a dit de nouveau, parce que c'est d'ailleurs ce que le gouvernement congolais avec Félix Tshisekedi à sa tête a dit. Donc, bien que le gouvernement congolais ait signé cet accord concernant l'intégration régionale et économique entre le Rwanda et la RDC, le gouvernement congolais a dit avant qu'on puisse parler de la praticabilité de cet accord, avant qu'on puisse en arriver là, nous devons d'abord voir, ou nous ne devons pas voir aucune force rwandaise sur nos sols. C'est l'exigence de notre gouvernement qu'on a inséré dans cet accord. Mais il y a aussi la partie où les FDLR, que ce que je dis là, les M23 sont toujours sur nos sols. Là, maintenant, ça revient à l'accord entre les gouvernements congolais et les M23, qui jusque-là ne sont pas arrivés, n'arrivent toujours pas à arriver à cet accord global, là où ils doivent maintenant traiter les problèmes internes, traiter les problèmes des M23 pour que ces derniers, je ne sais pas s'ils vont décider maintenant de changer d'avis et de quitter le pays, parce que le gouvernement congolais exige à ce que ces gens puissent quitter le pays. Et eux, dans tous leurs discours, ils n'ont jamais exprimé cette envie de quitter, même si leurs problèmes étaient résolus. Ces gens-là, je vous donne l'exemple de Corneille Nangaa. Il avait dit, je ne vois pas là où on va partir. Même l'autre là, le Benjamin là, il avait dit, nous on est Congolais, on n'ira nulle part. Vous voulez qu'on quitte, qu'on aille où? Lui et Nangaa partagent les mêmes opinions, donc ils ne veulent pas, ils disent qu'ils ne vont pas quitter. Ils sont là et ils vont mourir là-bas. Alors, si ces gens-là disent qu'ils ne vont pas quitter le Congo, à quoi servent ces accords-là entre les gouvernements congolais et les M23? L'accord d'échange des prisonniers entre les gouvernements congolais et les M23, ça a déjà été signé. Bien que jusque-là, il n'y a pas encore eu échange des prisonniers. Maintenant, à quoi servent ces accords-là si les M23 ne veulent pas quitter et promettent de ne jamais quitter la RDC? À quoi servent ces accords-là? En tout cas, on ne sait pas qui se joue de qui dans cette histoire ici, mais en tout cas, ça commence à fatiguer cette histoire parce que d'une part, il y a le gouvernement congolais qui signe l'accord avec Washington. Washington va commencer à utiliser nos minéraux, en échange de la paix. Maintenant, là, au lieu que les États-Unis puissent s'engager à apporter la paix, comme les États-Unis s'engagent un peu partout pour apporter la paix, vous voyez que Trump s'engage avec force pour apporter la paix. La seule personne qui a résisté à Trump, c'est Poutine, qui ne peut pas céder à Trump parce que c'est Trump. Non, je vous rappelle que la Russie est le premier pays nucléaire au monde. Alors, Poutine n'a rien à craindre de Trump. Alors, Trump ne peut pas faire paniquer Poutine. Mais aux autres, il s'est imposé. Là où il s'impose, il apporte la paix. Vous l'avez vu avec l'Iran, vous l'avez vu avec Gaza, le Hamas, vous l'avez vu vous-même. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas s'imposer au petit Rwanda? Les petits Rwanda là, pourquoi est-ce que Trump ne peut pas s'imposer? Lui qui peut oser dire au président du Nigeria que si vous ne terminez pas cette histoire-là avec les chrétiens qui sont tués au Nigeria, je vais charger le ministère de la guerre, on va se charger de ce problème-là. Ça sera rapide et ça sera sucré. Rapide, ça sera rapide. Comment il ne peut pas faire ça avec la RDC? Lui à qui on a donné nos minéraux, ces minéraux qui devaient nous aider nos dirigeants à utiliser pour changer, transformer le pays. La RDC faire de ce pays le beau pays de l'Afrique, le numéro 1 de l'Afrique qui va attirer le monde entier. On donne ces minéraux-là aux États-Unis. Et les États-Unis, au lieu d'apporter la paix, les États-Unis
nous exige, nous, de faire des accords avec le Rwanda, et pas seulement le Rwanda, on doit encore faire des accords signés avec les rebelles qui sont en train de tuer nos frères à l'est du pays. Nous-mêmes, nous devons gérer ces problèmes-là entre nous. Mais nous leur avons donné, là, c'est comme si on te paye pour un travail, mais au lieu que tu fasses ce travail-là, tu dis à celui qui t'a payé de traiter avec celui avec qui ils ne s'entendent pas. Vous traitez vos problèmes vous-même, mais vous m'avez déjà payé. Ça, c'est du vol. C'est du vol. Et je me demande comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre ça. Là, on sait qu'on a fait, là, c'était une bêtise. Parce que Trump, même s'il ne voulait pas s'engager directement, il y a la MONUSCO à l'est du pays. Pourquoi ne pas instruire la MONUSCO de terminer cette guerre? Parce que c'est la mission de l'ONU. Pourquoi la MONUSCO ne fait pas son boulot à l'est du pays? Au moment où cette MONUSCO, elle est payée plus de 60 millions de dollars, le gouvernement verse aux États-Unis pour la MONUSCO qui est à l'est du pays, pour ne rien faire, juste des touristes à l'est du pays et qui volent aussi nos minéraux. Dans tout ça, c'est nous les perdants. C'est nous les idiots, on se moque de nous. Mesdames et messieurs, c'était l'écoutage politique avec votre frère Francis. Merci vraiment d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.